14h, 16h, Karim Hassen. Enquête et investigation sur Sud Radio. Il fait froid. Il fait froid et les sons résonnent. Nous sommes en sous-sol. Sous la voûte, à peine éclairée par des cierges, une jeune fille vêtue d'une simple toge blanche, immaculée. Je suis sûr que vous imaginez parfaitement la scène. Sous le tissu, sa peau marquée par la chair de poule. Ce n'est pas le froid, mais plutôt la peur. La peur et parfois l'excitation, inconscience ou effet de drogue qu'on lui aura administré. Ce qui va se passer dans les minutes qui suivent dépasse l'entendement. Dans quelques instants donc, cette jeune fille sera attachée, écartelée sur une table. Sa toge sera découpée à l'aide d'un poignard tranchant. Au-dessus de son corps nu, un sabre viendra trancher la tête d'un poulet vivant. Le sang giclera sur la jeune fille. Ah oui, j'oubliais. Elle est vierge, bien sûr. Enfin, vierge pour quelques instants encore, puisque des dizaines d'hommes vont la violer. Classique pour une messe noire, me direz-vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la semence de l'un de ces hommes va féconder cette jeune fille et que dans 9 mois, son bébé, oui, son enfant, sera sacrifié lors d'une autre cérémonie. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui, bienvenue en enfer, avec le témoignage de Gilbert Abbas, ancien officier des renseignements généraux, auteur de « Qui veut encore tuer le Christ ?» aux éditions Tatamis. Il nous racontera l'histoire de cette jeune fille violée et de son bébé sacrifié, mais aussi de tombes profanées. Les satanistes ont arraché 5 têtes de cadavres pour en faire des totems. Dans la seconde heure de 15 à 16, le débat avec des spécialistes, des religions, psychiatres, magnétiseurs, et nous serons également en ligne avec un prêtre exorciste. Et oui, ça existe. Vos questions au 36 28 Sud Radio. Gilbert Abbas a passé 30 ans dans la police. Et au sortir de l'école, il est entré directement dans les renseignements généraux, les RG comme on dit, où il a fait toute sa carrière. Son job, surveiller les sectes sataniques, apocalyptiques ou pédophiles, pornographie, viol, torture, manipulation, enlèvement, meurtre et assassinat ne sont pas rares. Un monde difficilement pénétrable, machiavélique, que certains ne peuvent fuir que par le suicide, qui devient alors une véritable libération. L'OIPC, l'Organisation internationale de police criminelle, plus connue du grand public sous le nom d'Interpol, essaye tant bien que mal de mettre fin aux agissements de ces sectes qui parfois comptent dans leurs membres des puissants, des hommes de pouvoir ou d'influence. La traque se fait également sur Internet où des sites top secrets déploient leur toile telle une araignée, son piège de soie. Gilbert Abbas veut aussi alerter les parents, la musique black metal, le goût pour les vampires, le noir, le satanisme peuvent être autant de signes inquiétants. Gilbert Abbas, bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous ? Ben voilà, je vais me présenter. En quelque sorte, je suis donc un ancien fonctionnaire des renseignements généraux. Je suis actuellement à la retraite. Je suis rentré exactement en 1972 et donc j'ai fait 30 ans d'RG. En 2002, j'ai eu la possibilité de prendre la retraite et j'ai continué en quelque sorte le travail que je faisais en renseignements généraux dans les dernières années. C'est-à-dire, j'avais focalisé mon travail à la demande de mon patron à l'époque sur les phénomènes satanistes et donc voilà, maintenant que je suis à la retraite, ce n'est plus un travail policier, mais c'est un travail militant. Bon, alors effectivement, les gens ne savent pas très bien ce qu'étaient les renseignements généraux, puisque ça n'existe plus. Ça a été remplacé par ce que l'on appelle des SDIG, hein, un mot un peu barbare. Et puis à Paris, il y a toujours une petite exception à la préfecture de police. Et puis le gros des renseignements généraux a fusionné avec la direction de la surveillance du territoire pour donner la DCRI.
De quoi s'occupe-t-on quand on est policier ORG? De quoi s'occupait-on? On sait qu'on surveillait les meetings, l'extrême gauche, même les partis politiques, les personnalités, et on a souvent accusé les RG d'être une police politique. Que répondez-vous à ça? Voilà. Ce que je vais vous dire, déjà, d'une part, effectivement, il y avait plusieurs compartiments d'investigation au niveau des renseignements généraux. Il y avait ce qu'on appelait la sociale, c'est-à-dire le service des renseignements généraux qui faisait un suivi de tous les problèmes sociaux, c'est-à-dire les manifestations, les occupations d'entreprises, etc., etc. Il y avait une section qui était plus axée sur les phénomènes politiques, c'est-à-dire les élections et le suivi des groupes à risque politique, c'est-à-dire les groupes extrémistes, etc. Extrémistes de droite ou extrémistes de gauche, et c'est cette section aussi qui faisait les fameux sondages politiques pour le ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est beaucoup, c'est presque un fantasme. Les sondages qui étaient faits, c'était des évaluations auprès de personnalités que nous connaissions. Lorsqu'il y avait des élections qui étaient prévues, nous avions par habitude de rendre visite aux maires, aux conseillers généraux, etc., toutes les personnalités politiques locales, et on discutait avec eux et on faisait des évaluations, et puis ensuite, on compilait toutes ces évaluations et ça nous permettait d'avoir des sondages qui étaient assez proches de la réalité, puisque chaque fois qu'il y a eu des élections, le ministère de l'Intérieur était toujours à 0, 0,2, 0,5% près de ce qui se passait. Voilà, ces sondages arrivaient en général sur le bureau du préfet de chaque département, et ça remontait bien sûr au ministère de l'Intérieur. C'est compilé là-bas, oui, bien sûr. Alors, donc, pas de police politique, c'est ça votre réponse? Non, moi je vais vous dire, s'il y avait une police politique, je vais vous donner mon exemple qui est très concret. Je suis rentré en 1972 et j'ai servi à l'époque, donc déjà avec sous le règne en quelque sorte de Georges Pompidou, et donc de président de la République qui était de couleurs différentes. Donc j'aurais dû, si ça avait été une police politique, j'aurais été viré, puisque j'aurais été donc de gauche ou de droite, bien précisément. Or, j'ai servi autant sous la gauche que sous la droite, et j'ai été animé d'une envie de travailler toujours de la même façon. On avait des directives qui étaient à peu près les mêmes. Je dirais à l'extrême que les grandes têtes pensantes des renseignements généraux ont peut-être été mutées ou bougées, mais en ce qui concerne les fonctionnaires de base, les officiers et autres comme moi, nous n'avons pas été touchés par des mesures qui avait contact à nos couleurs politiques de chaque fonctionnaire. Dire que c'est une police politique, je pense qu'on a beaucoup fantasmé là-dessus, et que, comme toujours, il suffit que quelqu'un lance ce qualificatif pour qu'on brode autour et que on exagère le phénomène. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti que j'appartenais à une police qui était politique. Bon, dans un instant, vous allez nous expliquer en quoi consistaient vos enquêtes au sein des renseignements généraux. Et Sud Radio, Karim Hassen, enquête. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui sur Sud Radio, le monde occulte du satanisme. Nous ne parlons pas des jeunes gens qui se mettent de fausses dents de Dracula pour rigoler, mais bel et bien de criminels, kidnappeurs, violeurs, meurtriers et j'en passe. Je suis toujours avec Gilbert Abbas, ancien officier des renseignements généraux. Alors, Gilbert Abbas, ce que l'on ne savait pas, ce que l'on savait moins, du moins dans le grand public, c'est que les renseignements généraux pouvaient s'intéresser au satanisme. Le reste, on s'en doutait un peu. Mais le satanisme, là, pour certains, ça doit vraiment être une surprise. Vous publiez Qui veut encore tuer le Christ aux éditions Tatamis. Et bon...
autant le dire, c'est un roman, mais un roman basé sur des faits réels et uniquement des faits réels. Hein. Oui, tout à fait. Je tiens à le dire, c'est que c'est effectivement un roman. J'ai voulu le faire sous forme de roman parce que j'avais peur qu'une enquête risque d'endormir l'intérêt des lecteurs. Alors j'ai préféré écrire un roman parce que je pensais que tout en accrochant particulièrement l'intérêt du lecteur, ce livre, ce roman, permettait de plonger le lecteur concrètement dans l'horreur même qu'endurent aujourd'hui les victimes de ces gourous ignobles qui sont abrités dans ces sectes sataniques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un roman et j'ai utilisé des faits concrets, des faits réels qui se sont produits dans la région toulousaine, en France, en Europe ou ailleurs, même dans le monde, aux États-Unis, etc. Je peux même vous donner comme exemple, j'ai utilisé dans mon livre, dans mon roman, des faits que j'ai bien connus particulièrement, puisque j'ai participé à l'enquête d'une profanation qui était terrible, aux portes même de Toulouse, où les individus avaient tout saccagé, avaient mis le feu à l'église, avaient ouvert des cercueils, des tombes, avaient ouvert les cercueils, avaient arraché la tête aux cadavres et étaient partis donc avec ces totems qu'ils utilisent ensuite pendant les rituels sataniques. Ils étaient partis avec les crânes, avec les têtes humaines. C'est exact, ils sont partis avec les têtes qu'ils avaient arrachées aux cadavres et ils en avaient récupéré 5 ou 6 et c'était donc, ce sont des totems très intéressants pour eux puisque la tête et l'organe pensant de l'être humain, c'est en quelque sorte le creuset même de l'être humain et comme pour eux tout être humain est un dieu, récupérer une tête qui plus est peut-être enterré sous des rites chrétiens, etc., était pour eux la possibilité de procéder plus tard, pendant les rituels, à des blasphèmes en utilisant ces têtes qu'ils posaient sur leurs autels. Il faut préciser d'ailleurs à propos de corps, de cadavres, que 1500 à 2000 cadavres ou restes humains sont retrouvés en France tous les ans. Ça, ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Qui sont ces gens? On parle souvent de suicides, de personnes disparues et qui sont donc enterrées sous X et que personne ne va aller identifier, par exemple, en procédant à des tests ADN parce que la loi n'oblige pas les municipalités à procéder à ce genre de tests qui sont coûteux d'ailleurs. Tout à fait. Il est exact qu'il disparaît beaucoup de personnes en France et tous les ans. Je crois que j'ai des chiffres, on peut dire à peu près qu'il y a 40 000 personnes qui disparaissent, mais bien sûr sur les 40 000, il y en a beaucoup qui sont retrouvées. Mais il y en a environ 2000 qui ne sont jamais retrouvés. Voilà. Il y en a environ 2000 qui ne sont jamais retrouvés. Et sur ces 2000 qui ne sont jamais retrouvés, il y a entre 100 et 200 enfants, et quelquefois même très 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 jeunes, qui ne sont jamais retrouvés. On retrouve par contre des cadavres ou des restes humains. Il y a un chiffre qui est impressionnant, vous venez de le citer, effectivement ce chiffre fait peur. Et comme on ne peut pas procéder à des tests, obligatoirement à des tests ADN, puisque la loi ne l'oblige pas, eh bien, que fait-on de ces personnes? Elles sont enterrées sous X, et on ne peut pas, de ce fait, avoir la possibilité de remonter à des disparitions qui sont très médiatiques, comme par exemple la petite Marion, la petite Estelle, Alessia, Livia, Antoine, Sophie, il y en a tellement, Gaël, Arthur, Nadia, Damien, Laetitia, Kevin, je me souviens encore, il y a Fatima, François, ce sont des cas qui sont tellement médiatisés. Qui dit que dans ces pauvres cadavres qu'on retrouve et qui sont enterrés sous X, il n'y a pas ces petits-enfants qu'on recherche depuis tant de temps. Les parents ne peuvent même pas faire leur deuil. Les parents sont toujours dans le doute.
Bien sûr, ils espèrent de les retrouver vivants. Moi-même, si j'avais un de mes enfants ou de mes petits-enfants qui étaient dans ces cas-là, j'espérerais toujours. Mais malgré cette loi qui est mal faite, parce qu'en fait, il y a un vide juridique qui est incroyable et qui mérite d'être examiné. C'est pour ça même que j'en profite. Mais alors c'est un vide juridique, qui profite finalement à deux catégories de personnes. Les pédophiles, bien sûr, il faut y penser, les pédophiles, ou alors les satanistes et notamment les gourous assassins qui zigouillent, qui n'hésitent pas à tuer les gens. Bien sûr, c'est pour ça que je veux lancer cette pétition. Cette pétition, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide juridique énorme. Un exemple. La loi française ne connaît pas la pédocriminalité. C'est incroyable. Le terme pédophile n'apparaît même pas dans les codes ou les règlements du droit et de la justice française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est confronté à des faits de pédocriminalité, eh bien, la magistrature utilise des textes qui se rapprochent de la pédocriminalité, mais qui ne l'est pas. Donc, les tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? Les juristes, ils pallient ce manquement en utilisant des délits de substitution, j'arrive à le dire, c'est-à-dire corruption de mineurs, atteinte sexuelle, agression sexuelle, c'est-à-dire des délits qui sont jugés devant les tribunaux correctionnels, ou alors ces viols, crimes, etc., qui sont jugés devant les assises. Mais dans la pratique, c'est qu'on se rend compte que ces viols sur les mineurs, ils sont trop souvent correctionnalisés. C'est-à-dire que la peine que subira l'auteur sera 10 ans maximum. Diminuée. C'est 10 ans maximum. Et voilà. Et pourquoi ils sont correctionnalisés? Parce que on n'a pas la preuve de la pénétration sexuelle qui est effectuée sur les enfants et que comment on peut dire que la preuve qu'on peut apporter, elle dépend d'un espace-temps qui est quelquefois très long entre le viol qui a été effectué, l'arrestation du coupable et le jugement. Donc, on arrive donc à avoir des grosses difficultés à prouver la pédocriminalité qui a été effectuée sur cet enfant. Eh bien, à ce moment-là, l'affaire n'est pas amenée aux assises, mais elle est correctionnalisée. Ouais. Bon, Gilbert Abbas, Gilbert Abbas, revenons s'il vous plaît au satanisme, puisque c'est l'objet de l'émission. On dit d'ailleurs que 5% des suicides des jeunes de moins de 25 ans seraient liés au satanisme. Alors, qui est attiré par le satanisme? On pense évidemment forcément aux jeunes, parce que les messes noires, ce rite, etc., ça peut attirer les jeunes, les gamins. Est-ce que c'est le cas toujours? Bien, écoutez, déjà, on peut dire que il y a un phénomène qui permet aux jeunes d'être attirés vers le satanisme. Je vais faire bondir certains jeunes en disant que la musique qu'ils utilisent, c'est-à-dire cette musique black metal, est une musique assez violente. Elle est chantée par des chanteurs qui font souvent l'apologie du satanisme, de la violence, du meurtre, du suicide. Il y a même des chanteurs du genre Marilyn Manson qui font appel au suicide. Donc, les jeunes qui sont plus ou moins vulnérables, ou parce qu'ils sont très jeunes, ou parce que c'est une certaine mode, ont tendance à écouter ce type de musique, à participer à des concerts, et puis il arrive que ces jeunes puissent avoir des dérives. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on écoute, enfin j'ose espérer que parce qu'on écoute de la musique black metal que l'on est forcément attiré vers des messes noires et que l'on bascule ensuite vers le véritable satanisme avec des choses qui peuvent être reprochées sur le plan criminel là. C'est en quelque sorte une première étape. Quand vous voyez des concerts où vous avez des chanteurs qui crachent du sang sur le public, qui rentrent en tirant une bière de laquelle sort une
femme nue comme si elle ressuscitait d'une certaine mort pour revenir dans le monde sataniste. Quand on voit la façon dont ils se griment, ils sont couverts de sang, peinture noire, peinture blanche, tout habillé de noir, de cuir, avec des crânes posés au pied sur le sol pendant qu'ils chantent, etc. Où on voit des croix à l'envers, à l'arrière de la scène où ils se trouvent, etc. Nous sommes donc placés quand même dans un milieu qui est très créateur d'idées pour les petits jeunes qui sont très vulnérables. C'est un terreau, donc, un terreau propice. Et dans un instant, nous rentrons dans le vif du sujet, au cœur de vos enquêtes. De réagir, votre avis compte. Témoignez. Composez le 3628 et dites Sud Radio. 34 centimes la minute. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les sectes apocalyptiques et sataniques sont surveillées en France par la police. Avant la création de la DCRI, Service de renseignement intérieur, cette mission incombait aux renseignements généraux avec des hommes comme vous, Gilbert Abbas. Vous étiez officier DRG pendant 30 ans. Qu'avez-vous vu au cours de vos enquêtes ? Alors moi, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que je n'ai jamais participé personnellement à une mise à mort pendant un rituel satanique. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de participer à ce genre de rituel qui est clandestin et très fermé. Par contre, nous avons dans la police, heureusement, la possibilité de récupérer des informations qui ont pu être recoupées et qui sont donc solides. Ces informations, on peut les avoir de plusieurs sortes. Vous savez très bien que dans la police, nous avons et nous utilisons des écoutes, nous utilisons des informateurs. Nous avons tout un tas de panels de procédures qui peuvent nous permettre de rentrer dans ces milieux fermés par personne interposée. Et là, je peux vous certifier qu'il existe effectivement des rituels sataniques pendant lesquels il y a des sacrifices tout d'abord d'animaux, et puis on va plus loin dans la violence et dans l'incroyable de personnes humaines. Et souvent, ce sont des enfants qui sont sacrifiés sur l'autel. Et ça, c'est quelque chose d'ignoble. Quand vous dites des enfants, c'est-à-dire des bébés, des nouveau-nés, ou de jeunes enfants, des fillettes, des jeunes garçons ? J'ai par exemple un exemple d'une personne avec qui je suis en contact actuellement, qui m'a raconté avoir été embrigadée pendant une quinzaine d'années dans une secte satanique, et elle avait été violée plusieurs fois, tant et si bien qu'elle était enceinte, et on lui a interdit bien sûr de faire valoir son droit à l'avortement. Elle a accouché, et cet enfant a servi à un rituel satanique. Cette dame, on l'a tué ? Ah oui, il a été tué sur l'autel. Et elle m'a porté ce renseignement. Cette personne, je la connais personnellement. Nous échangeons du courrier par mail ou des communications téléphoniques régulièrement. Et elle est prête à témoigner lorsque je vais procéder bientôt à des réunions, parce que j'ai l'intention de faire des réunions pour aller vers le public. Mon livre est ma première étape, c'est-à-dire je veux sensibiliser. Gilbert Abbas, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a eu aucune suite judiciaire à cette affaire, c'est-à-dire on a recueilli un témoignage extrêmement grave qui accuse. Je vais vous donner l'exemple. Mais il n'y a pas eu d'interpellation des auteurs et encore moins de procès. C'est effectivement à peu près le cas. Il est très difficile de prouver ce que je viens de vous dire. Mais nous avons par exemple un cas très concret. C'est l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Cette affaire a été réalisé par, je pense que c'était un Belge, qui est arrivé à remonter un réseau pédocriminel
allemand qui était animé par un homme qui s'appelait Gerrit Ulrich. On a retrouvé un nombre énorme de CD-ROM, c'était en 1999. Dans ces CD-ROM, il y avait 93 000 photos qui représentaient des photos d'enfants qui étaient soit violés, soit torturés, ou soit tués. On a des photos abominables. Il y a 93 000 photos donc, où il y a très peu de doublons. Ça veut dire que c'est un chiffre énorme. C'est 2 stades de foot. Quand on dit qu'il y a des vidéos qui circulent sous le manteau, des vidéos de crimes sexuels, mais qui vont jusqu'à la mort, hein, parfois, alors viol, des vidéos de viol véritable et de mort ensuite, de meurtre, d'assassinat même, puisqu'il y a préméditation, ça existe, ça n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un fantasme, puisqu'il y a des personnes qui ont avoué avoir commis des meurtres pendant ces rituels satanistes, pour pouvoir après, et ce meurtre était pris en direct avec soit un système photographique ou alors avec des caméras. Ces CD sont par la suite vendus à prix d'or. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ça une véritable fortune pour satisfaire leur fantasme. Tout à fait. Ce sont des véritables fortunes parce qu'il paraît que, moi je n'ai jamais vu particulièrement, mais ils sont vendus autour de 15 000 €. C'est un chiffre incroyable. Et il y a donc des personnes qui sont adeptes de ce genre de vidéos. Et il y a un véritable commerce qui est très lucratif. Il y a donc, je vous disais, des personnes qui ont avoué, et si des personnes l'avouent, c'est que ça existe. On aurait le cas on penserait plutôt que, comme vous venez de me poser la question, est-ce que ce n'est pas un fantasme, est-ce que c'est pas une légende, etc. On n'aurait pas de cas concret, on pourrait peut-être dire, bon, effectivement, on est enfumé par des personnes qui ont réussi à s'enfuir des sectes sataniques et qui nous racontent des salades, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a des assassins, des pédocriminels qui l'ont avoué. Donc, s'ils l'ont avoué, c'est que ça existe. Et s'il y en a quelques-uns qui le disent, il y en a d'autres qui ne l'ont pas dit, mais qu'on n'a peut-être encore pas interpellé. Et donc, il existe bien quelque chose de ce type-là, des 9 millions de vies qui circulent et qui sont utilisés par des réseaux clandestins, mafieux, et qui procurent Gilbert Abbas, le satanisme est souvent lié à la pornographie, au viol. Hein? C'est tout à fait ça, oui. Au début, si on regarde bien le satanisme de près, ceux qui participent à ce genre de rituel, c'est parce qu'il y a des orgies. Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui se rendent sur ces fameux rituels sataniques, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir donner libre cours à leurs fantasmes. Et il arrive que souvent ce type d'orgie dérape et que on ait affaire à des femmes qui ne sont pas totalement consentantes ou pas du tout. On a donc affaire à des viols qui sont quelquefois inhumains parce qu'ils sont suivis de tortures. Un viol est toujours inhumain. Permettez-moi de vous reprendre sur ce. Bien sûr, vous avez raison. Mais je veux dire torture physique, c'est-à-dire une torture. La femme est violée, mais elle subit des scarifications, elle subit des coups, elle subit, mais qui sont totalement gratuits, qui ne sont pas faits pour provoquer le viol. Parce que le viol, d'abord, la personne qui est violée est souvent sous l'emprise de la drogue. Donc, elle se rend pas toujours compte très bien qu'elle est violée. Moi, j'ai des personnes qui me contactent
depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, donc je commence à être connu et j'ai des coups de téléphone particulièrement tous les jours. J'ai des dames qui me téléphonent et qui me disent j'ai la mémoire qui me revient petit à petit et j'ai des flashs incroyables et je me vois violer dans cette fameuse secte où j'étais. Et elle ne pensait pas qu'elle avait enduré autant de sévices sexuels. Et plus le temps passe, plus les flashs se précisent et plus elle voit qu'elle a été violée par des nombres incroyables de personnes. Ouais. Donc, pour en revenir à ces rituels sataniques, il y a effectivement beaucoup de violence, il y a beaucoup de torture, il y a beaucoup de viols et il y a quelquefois des meurtres. Bon, et comment la police peut répondre, comment les autorités peuvent d'abord infiltrer ce genre de secte, parce que c'est très difficile, on se méfie, et ensuite mettre fin à de tels agissements. Moi, je me souviens d'une organisation qui s'appelait, je crois, Vika, et il y a eu des morts dans le Val-de-Marne, en région parisienne, après des soirées de sorcellerie, notamment des messes noires. Il y avait un grand prêtre, une grande prêtresse, et tout ça s'est terminé dans le sang. Ouais. Il circule des cassettes pornographiques où on fait l'apologie de la Vika. Oui, la Vika, absolument. Ils étaient en vente même chez les marchands de journaux. On pouvait, puisque vous savez bien que jusqu'à il y a peu de temps, les marchands de journaux étaient obligés d'accepter toutes les publications, y compris les publications pornographiques. Ils n'en avaient pas le choix. Ouais. Ça vient de changer. On trouvait ce genre de cassettes de la Vika un peu partout. Bon, alors ça s'est terminé dans le sang. Comment la police peut-elle répondre et traquer ces gens qui font partie d'organisations très secrètes? Alors, bien sûr, puisqu'elles sont très secrètes, c'est très difficile. Alors, nous avons la possibilité d'avoir des repentis, des gens qui ont eu la possibilité de sortir de ces sectes et d'apporter des témoignages. Alors après, ensuite, quand nous sommes confrontés à des témoignages, la police doit essayer de recouper toutes ces informations. Est-ce qu'elles ne sont pas le fait d'une, on pourrait dire, je trouve pas le terme, d'une vengeance, d'une imagination? Peut-être pas obligatoirement d'une vengeance, peut-être aussi bien une vengeance, mais aussi d'un certain fantasme qui est exagéré, parce que ces personnes ont été tellement troublées, parce qu'elles ont été tellement choquées qu'elles aggravent peut-être le phénomène. Oui, mais Gilbert Abbas, quel est le point de départ? Est-ce que vous passez votre journée, enfin vos collègues maintenant, sur Internet? À l'époque, vous avez commencé en 1972, il n'y avait pas Internet, bien sûr. Comment fait-on pour traquer? On attend le renseignement? On reste pas inerte quand même? On enquête? Effectivement, on enquête. Maintenant, la toile du net est espionnée d'une façon très précise par les policiers, heureusement, Interpol notamment. Tout est suivi. Il y a une chasse aux sites pédophiles, satanistes violents, aux blogs, etc. Il y a donc des recherches qui sont effectuées d'une façon très précise. On a des témoignages qui nous sont remontés et il y a des enquêtes qui sont menées. Heureusement, il y a du travail qui y est fait. Mais il est effectivement très difficile de faire des travaux. Imaginez par exemple ces petits-enfants qui arrivent quelquefois tout juste à pouvoir s'exprimer. Oui. Il est très difficile de récupérer les témoignages d'enfants. Comment fait-on? Même parfois, on est obligé de leur faire dessiner parce qu'ils sont incapables de l'expliquer par des verbes, par des mots, etc., qui sont assez précis pour pouvoir qualifier l'horreur qu'ils ont vécue. Donc, on leur donne un stylo, on leur demande de dessiner sur les tableaux ce qu'ils ont vécu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils dessinent des hommes qui ont des cagoules pointues, genre Ku Klux Klan. Ce sont des gens qui ont des croix
à l'envers autour du cou. On voit des personnes qui sont couchées sur un genre de table qui serait un hôtel. On voit des personnes qui ont un couteau et qui le plongent sur le corps des personnes qui sont couchées. Et ce type de dessins sont repris par beaucoup de jeunes enfants qui malheureusement ont souffert dans ces sectes criminelles. Et si on a une multitude de dessins qui sont à peu près les mêmes, on peut partir du fait que il y a à la base quand même quelque chose de très puissant et de vrai. Et donc à partir de là, le policier peut démarrer son enquête beaucoup plus sérieusement et lancer donc des interpellations. Il y a eu quand même l'affaire Coral, il y a eu l'affaire Criest, il y a eu l'affaire Crypten. Toutes ces affaires ont mené des interpellations de 100 ou 200 personnes chaque fois pour chaque affaire, et les personnes les plus impliquées ont été condamnées à des peines assez lourdes. Bon, oui, l'affaire Coral a d'ailleurs éclaboussé quelques hommes politiques français, il faut le rappeler. Hein. C'est ce qu'on dit aussi. Si on va par là, on pourrait rappeler ce qui circule sur la toile du net, c'est-à-dire qu'on aurait retrouvé des documents de Coral et de Crypten dans le garage d'un préfet qui est très connu, et il y aurait même un capitaine que je ne veux pas citer qui aurait dit pendant une séance au tribunal qu'on lui avait fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête ses recherches sur les affaires Coral et Crypten parce qu'il y avait trop de personnalités qui étaient impliquées. Donc, si on reprend toutes ces phrases qui circulent sur le net, si on regarde bien, on en trouve des centaines de sites qui reprennent... Mais ça n'a jamais été prouvé. Hein. Certains d'ailleurs parlent de fantasmes. Aucun homme politique n'a été condamné. Alors après, chacun en pensera ce qu'il veut. Une pause, la pub, et nous continuons à parler de la lutte contre les sectes sataniques. Radio, Karim Hassen, enquête et investigation. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui, nous parlons du satanisme sur Sud Radio. Vous le savez, pour nous contacter, 3628, c'est le numéro de téléphone. Alors, bien sûr, si vous êtes tenté plutôt de composer le 666, alors là, c'est peut-être un signe grave. Le satanisme représente en tout cas un véritable danger en France et dans le monde, danger parfois sous-estimé. Parlons des États qui luttent avec tous leurs moyens, notamment leurs services de renseignement, les services secrets. Le plus petit État du monde est directement concerné, petit par sa superficie, mais immense par son rayonnement. C'est le Vatican, bien sûr, et lui aussi a son service de renseignement, ses agents secrets. Ils enquêtent sur ce genre d'affaires, de satanisme? Alors, il est clair que le Vatican étant un État, que cet État puisse disposer d'un service de renseignement comme tous les États qui existent. Même s'il est tout petit, il existe donc un service de renseignement. De mémoire, je crois qu'il s'appelle le SIV, le SIV. Et ce service enquête. Il a enquêté. Nous avons un cas très précis de pédocriminalité au sein de la croyance chrétienne, c'est-à-dire cet homme qui était le responsable de la Légion du Christ avait participé à des viols de petits jeunes qui étaient dans les écoles de la Légion du Christ, et le CIV a enquêté, peut-être pas d'une façon très dynamique au début, mais par la suite, donc, le Vatican a accepté de dire que, effectivement, cet homme avait procédé à des actes totalement ignobles
vis-à-vis de certains jeunes qui étaient sous ses ordres, et l'affaire a été donc bien suivie par le Vatican, ça c'est certain. Vous qui avez travaillé pour les renseignements généraux, d'abord à la direction centrale des renseignements généraux à Paris, puis ensuite à l'antenne toulousaine, est-ce que vous savez si d'autres services de renseignement, effectivement, comme les renseignements extérieurs, c'est-à-dire en France la DGSE, le MI6 britannique, le Mossad, le SVR qui remplace le KGB, que sais-je, si ces gens-là ont un département qui font ce genre d'enquête? Moi, je peux déjà vous dire qu'il y a un travail qui est fait par Interpol qui est très important. Interpol récupère les informations et les travaux qui sont effectués par tous les services policiers de nombreux pays et donne la possibilité de participer à une chasse de la pédocriminalité et du satanisme au niveau international. Et à ce titre, on peut dire que tout dernièrement, Interpol a procédé à 112 arrestations au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Europe, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient concernés, ce qui permet quand même de voir que maintenant, on ne se contente pas de travailler localement au niveau régional ou national, mais que on se rend compte qu'il existe tout de même un réseau international bien structuré, la preuve, puisque Interpol vient de procéder en Europe à 112 arrestations pour une seule et même affaire. Donc on a un travail qui est intéressant et que j'applaudis dès demain parce que jusqu'à maintenant on n'avait quand même pas cette efficacité. Et je donnerai comme exemple l'affaire qui s'est déroulée tout dernièrement en France, où il y a eu un CD-ROM de cette fameuse du réseau pédocriminel de Zandvoort qui avait été envoyé en France pour enquête. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu donc en 1999 ce CD-ROM en France pour qu'on puisse effectuer des enquêtes bien précises, puisque paraît-il, il y avait des enfants français qui étaient sur ce CD-ROM. L'enquête n'a démarré qu'en 2000, alors que c'était en avril 99 que le CD-ROM avait été adressé en France. Et puis, à l'issue de l'enquête, malheureusement, un non-lieu a été rendu le 20 mars 2003, et ce qui veut dire que il n'y a pas eu d'identification des 81 jeunes enfants qui étaient sur ce CD-ROM, et qu'on n'a pas pu remonter et identifier ces enfants. On n'a pas fait, je pense même, beaucoup d'efforts, et j'ai su que Interpol avait par ailleurs critiqué l'attitude de la justice française pour cette affaire, qu'elle lui reprochait même d'avoir eu un manque de volonté pour enquêter, et ça prouve très bien que... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice française est pénétrée par des sectes? On a parlé d'une secte célèbre, hein, qui aurait ses entrées aussi bien place Vendôme, c'est-à-dire à la chancellerie, qu'à l'Assemblée nationale, au gouvernement même. Est-ce que ces gens sont tellement puissants qu'ils font la pluie et le beau temps au cœur du pouvoir? Écoutez, moi, je ne peux pas vous apporter beaucoup d'informations à ce niveau-là, parce que je ne suis pas parvenu à enquêter jusqu'à ce niveau. Mais je me rends compte tout de même qu'il y a parfois des cas qui sont troublants. Dans les cas troublants, je relèverai la disparition de ces fameuses cassettes de CD-ROM qui ont disparu dans le tribunal même. Elles ont été volées dans le tribunal, elles ont disparu. Mais c'est quelque chose d'inimaginable. Le vol a été commis au parquet général d'Anvers. Il y avait 7 CD-ROM qui étaient classés dans un dossier secret, et puis depuis, on ne sait plus où ils sont passés.
CD-ROM. Eh Donc oui. c'est quand même assez particulier. Bon, alors, il y ça a reste- des carnets d'adresses qui ont disparu. Il y a des scellés qui ont disparu. Donc je me pose de la question parfois, comment se fait-il que des éléments aussi importants, un carnet d'adresses, ça veut dire qu'il y a des noms. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de personnes qui auraient pu être interpellées. Ce carnet d'adresses a disparu. Ces personnes ne peuvent plus être interpellées, donc elles ne risquent plus rien. Alors, ça restera un point d'interrogation. Très vite, parce qu'il nous reste peu de temps pour terminer cet entretien. Gilbert Rabas, deux petites questions. D'abord, est-ce qu'à l'approche de la fin 2012, il faut s'inquiéter, c'est-à-dire qu'il y a recrudescence de l'activité de ce type de secte apocalyptique, satanique. Et dernière question après, mais vraiment très vite. Quand on est une maman et qu'on a un enfant qui commence à se mettre des fausses dents de Dracula, à se peinturlurer en noir, etc., est-ce qu'il faut s'inquiéter? Voilà. Tout à fait. En ce qui concerne la possibilité d'une recrudescence des sectes apocalyptiques vers la fin de l'année 2012, puisque si on écoute beaucoup de gens qui en parlent et qui ont fait des études à ce niveau-là, il serait effectivement possible que nous soyons frappés par une fin du monde, par l'apocalypse, le 21 décembre 2012. Il y a effectivement des sectes apocalyptiques qui existent, et je vais vous donner un exemple. Il semblerait, je suis allé quand même le vérifier, il semblerait que le site de Bucarache, qui est tout près de Toulouse, est un site qui permettrait à ces sectes d'éviter de subir la violence de l'apocalypse, parce que c'est un coin, c'est une terre, c'est une montagne qui est protégée et qui aurait, grâce à son vortex puissant qui s'émanerait de ces terres-là, il y aurait une certaine puissance qui ferait que les gens qui croient à ce genre d'apocalypse seraient sauvés en allant là-bas. Bon, donc, le prix du mètre carré va augmenter, donc. Et pour ma dernière question... Le prix du mètre carré a augmenté. Je suis allé sur les lieux pour vérifier. Je n'ai pas trouvé beaucoup, quand même, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui avaient acheté des maisons, qui avaient acheté des terrains. Alors là, bon, tant mieux. Tout le monde n'est pas abruti. Allez, que dire aux mamans qui peuvent s'inquiéter en quelques secondes, parce que vraiment, nous n'avons plus de temps. Aux mamans qui remarquent que leurs enfants ont changé, c'est facile, il faut aller souvent dans la chambre, il faut nettoyer, comme prétexte, il faut nettoyer la chambre, et là, on verra. Si la tapisserie est changée, que tout est noir avec une tapisserie noire, s'il y a un petit hôtel, si l'enfant s'amuse à faire des poèmes où il parle de mort, de sacrifices, de cimetières, etc., s'il a tendance à s'habiller en noir, s'il a tendance à écouter trop de black metal, s'il a des fréquentations un peu plus ou moins louches, je dis aux mamans, faites attention, il est en train d'être sur une dérive qui peut être dangereuse. Elle peut être, mais ce n'est pas une obligation. Mais les parents doivent faire très attention. Moi, j'ai connu une dame qui est venue me voir, qui était en pleurs, son fils était suicidé pour Satan, on lui avait demandé de se tuer pour Satan, elle est venue me voir pour me dire, trouvez cet homme qui l'a obligé à se suicider, elle n'en pouvait plus. Et pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas rendue compte que son enfant était en pleine dérive, parce que pour garder l'intimité à cet enfant, elle ne rentrait pas dans sa chambre, mais si elle l'avait fait, elle aurait vu, et maintenant elle s'en veut, elle culpabilise cette pauvre dame. Et donc je le dis et le répète, les mamans, il faut être très vigilantes. Merci Gilbert Abbas d'avoir bien voulu témoigner de votre expérience dans Enquête et Investigation. Merci Karim Hassen, merci. Au revoir. Au revoir. Et vigilance donc, nous ouvrons le débat dans un instant de l'autre côté des infos de 15h. C'est un scénario de film
Moi, je me dis que je suis coincée entre la DGSE et les francs-maçons et que j'essayais juste de faire mon métier, qui est un métier d'aide, promouvoir le coaching et donc indirectement le fait d'aider les personnes qui sont en souffrance. Bonsoir, des agents de la DGSE, d'anciens flics, les frères d'une loge maçonnique, une coach d'entreprise et un pilote de course automobile. Voilà le générique parfait de ce qui pourrait être un mauvais film d'espionnage ou une parodie d'OSS 117, sauf que cette liste qui prête à sourire cache bel et bien un scénario criminel, une officine de règlement de compte. Au mois de juillet 2020, le rideau s'est levé sur cette insoupçonnable organisation tissée certes de façon artisanale, mais qui s'apprêtait à tuer une femme chef d'entreprise. Un contrat de quelques milliers d'euros comme il en existe dans le milieu, avec le recrutement pour cette basse besogne d'hommes mûrs et expérimentés, des militaires appartenant à la DGSE. L'histoire ne va pas s'arrêter là. L'enquête va montrer que cette officine était déjà passée à l'action en éliminant 2 ans auparavant et en toute discrétion un pilote automobile. Cette mort était jusque-là restée inexpliquée. 8 personnes sont écrouées, mais d'autres opérations ont-elles eu lieu? D'autres étaient-elles programmées? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec nos invités. Questions qui se posent également dans les milieux policiers. Des policiers qui ont baptisé cette affaire au parfum d'espionnage le dossier des légendes, référence directe à la série télé Le Bureau des légendes, même si ici les hommes de l'ombre étaient plutôt voyants. Au matin du vendredi 24 juillet 2020, un peu après 8 heures, la police est prévenue du comportement suspect de 2 individus habillés en noir, portant des gants. Ils se trouvent dans une voiture stationnée dans une zone pavillonnaire de Créteil. Ils semblent guetter les allées et venues d'une résidence. C'est un passant et une voisine, alertés par ce curieux manège, qui ont prévenu les policiers. Il pourrait s'agir de rôdeurs. La patrouille est sur place à 8h20 pour un contrôle d'identité. Les agents sont tout de suite intrigués par le véhicule. Il a une vitre cassée. Un jeu grossier de fausses plaques d'immatriculation a servi à le maquiller. Après vérification, il apparaît que cette voiture vient d'être déclarée volée. Les 2 hommes ont sur eux le nécessaire des parfaits malfrats. Des gants, des couteaux de l'armée. Dans un sac rouge, côté passager, il y a un pistolet de calibre 9 mm avec une cartouche engagée dans la chambre. Une arme prête à faire feu. Un silencieux artisanal, un pot de compote bourré de coton est également retrouvé. Les 2 individus suspectés de préparer un mauvais coup sont interpellés. Ils ne montrent aucune résistance. Ils sont placés en garde à vue. Pierre B, 28 ans, et Karl E, 25 ans, ont décliné sans difficulté leurs identités, mais aussi leurs qualités, pas vraiment banales. Ils sont 2 agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, chargés des missions d'espionnage. Ils disent appartenir au service Action, l'unité qui se voit confier les missions les plus périlleuses à l'étranger et sont basés au camp de Sercotte, dans le Loiret, le centre névralgique des services spéciaux, l'endroit d'où partent les missions les plus périlleuses, où sont également accueillis et débriefés certains otages. Il va s'avérer que le duo fait bien partie de la DGSE, mais n'appartient pas au service Action proprement dit, mais à la compagnie de commandement et de logistique qui s'occupe entre autres de la sécurité du camp, unité très rarement impliquée dans des missions spéciales. Pierre B et Karl E vont être transférés dans les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Ils se taisent, secret défense oblige. Toutefois, lors du trajet en voiture, Pierre B, le plus au fait de l'opération, évoque un projet hostile, selon le jargon du renseignement. Il raconte qu'il est le responsable de cette mission, qu'il a agi pour le compte de la DGSE, a reçu l'ordre d'éliminer une femme de 54 ans, une certaine Marie-Hélène Bini. Elle est directrice d'un centre de formation en coaching. Le militaire ne veut pas en dire beaucoup plus. Son comparse Karl E semble lui ignorer tous les tenants et aboutissants exacts de cette mission. Il s'agit pour lui d'une première. Les 2 hommes font savoir que leur hiérarchie va les sortir de ce mauvais pas, un simple malentendu, mais la DGSE ne va pas lever le petit doigt pour venir à la rescousse de ses agents. Le parquet de Paris, prévenu de cette embrouillamini, est vite fixé. La hiérarchie militaire parle d'une opération strictement privée et qui n'a jamais reçu l'aval des autorités. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes le chef du service justice-police à RTL et vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire. On ne peut pas dire que ce soit très professionnel, cette espèce de surveillance de cette coach en entreprise. Rapidement, on trouve que ces hommes se font vite repérer, quoi. C'est même totalement incroyable par rapport à ce qu'on apprendra par la suite et au fait qu'il y a effectivement un contrat sur cette femme. C'est incroyable parce qu'ils font des erreurs de débutants. Alors, évidemment, ce ne sont pas des professionnels du crime, mais ils sont d'abord au contact du service action depuis longtemps. Ils sont embauchés par des gens qui, eux, se revendiquent comme spécialistes de la sécurité. Et ils vont tout d'abord attendre cette femme dans cette petite rue résidentielle de Créteil, dans cette Clio noire qui est absolument reconnaissable. Ils sont là, le voisin qui a alerté, il les décrit, assis à l'avant, avec l'un a une capuche sur la tête, l'autre la cagoule autour du cou. Et quand ils passent la première fois, ils voient que l'un a une oreillette et ils font tout d'un coup semblant de dormir, tous les deux. Voilà, ils font semblant de dormir, donc l'homme s'en va. Ils lèvent pas la surveillance, ils vont pas changer d'endroit, ils restent, l'homme repasse une deuxième fois, ils refont semblant de dormir. Donc, c'est plutôt un film de Claude Zidi, là. Voilà, là on est vraiment dans le burlesque, si on veut. Et d'ailleurs, quand les policiers de la BAC arrivent et qu'ils les contrôlent, ils ne s'attendent absolument pas à ce qu'ils vont trouver, parce que pour eux, on est, comme vous le disiez, face à deux rôdeurs, deux cambrioleurs peut-être. En tout cas, rien de professionnel. Rien de professionnel. Maître Joseph Cohen-Saban, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans notre bureau de Nice avec notre ami Michael Lefebvre, que l'on salue d'ailleurs et qui assure ce soir cette liaison téléphonique. Vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Un petit mot, Maître Cohen-Saban, sur le profil de ces deux hommes. Ça a l'air très artisanal là au début. Là, on est au tout début de l'affaire, mais ce que vient de dire Thomas Proutot, ça prête à sourire. Oui, je suis d'accord, mais quand même dans une certaine limite. Imaginons que le personnage qui les voit la première fois et voit la seconde fois ne réagisse pas, comme c'est quand même le cas d'innombrables personnes qui croisent dans la rue des choses pas banales. Madame Dini est morte. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de tous les équipements que vous évoquez, il y a deux équipements qui frappent et que vous n'avez pas évoqués. Ils ont chacun des bouchons pour mettre dans les oreilles, pour éviter d'être assourdis par le bruit des balles. Ça s'appelle vraiment être prêt à passer à l'acte. Donc, ils sont ridicules jusqu'au moment où on s'aperçoit effectivement qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent passer à l'acte et leur stupidité n'exclut pas du tout, une grande dangerosité. Bien sûr, la dangerosité et le péril qu'ils peuvent présenter. Ah oui. Et effectivement, vous faites bien de rappeler ce détail qui a une importance vraiment importante et qui va sans doute peser dans la suite de l'enquête, c'est qu'ils sont prêts à passer à l'action. Ah oui. Ils ont presque, je veux dire, le doigt sur la détente. Et pardonnez-moi, Madame Dini a une chance inouïe. Ce matin-là, elle a 10 minutes, un quart d'heure de retard. Et justement, on va lui poser la question à Marie-Hélène Dini. Bonsoir Marie-Hélène Dini. Bonsoir. Vous êtes donc la fameuse coach d'entreprise et la victime de cette histoire. Vous êtes la cible visée par ce commando. Est-ce que vous vous souvenez de ce 24 juillet au matin? Où étiez-vous et que faisiez-vous? Je me suis tout simplement levée comme tous les jours. Je me souviens que j'étais en retard parce que j'avais du mal à partir en fait. Les matins, on a l'impression qu'on n'avance pas et on se dit « Oh mon Dieu, il est déjà cette heure-là ». En même temps, je n'avais pas de rendez-vous précis. Donc, je suis sortie avec 30 à 45 minutes de retard sur mon horaire habituel. Vous n'avez rien remarqué, Madame Dini, de particulier en sortant de chez vous? Ah si, en sortant de chez moi, effectivement, j'ai vu un troupement de policiers autour d'une Clio noire. Donc, je me suis approchée, comme j'avais été agressée 9 mois plus tôt et qu'il y avait une Clio noire dans l'histoire. Je me suis approchée, j'ai dit aux policiers excusez-moi, mais j'ai été agressée, il y avait une Clio noire. Ils semblaient très très occupés, ils m'ont dit écoutez, on vous rappellera si on voit un lien. C'était étrange, je voulais tourner la tête pour regarder si je reconnaissais les personnes et j'ai jamais réussi à tourner la tête. Alors, encore un petit mot, Madame Dini, quelle est votre réaction quand vous apprenez que ces hommes qui sont au bas de chez vous voulaient vous tuer? D'abord, j'ai cru que c'était une blague. Mais on m'a dit très peu de choses en fait, juste qu'il y avait 2 personnes qui étaient là pour me tuer. Et vraiment, oui, je vois pas qui. Et quand on me demande mais qui peut avoir envie de vous tuer, personne. Enfin, j'ai pas reçu de menaces, j'ai pas reçu, voilà. Donc.
Maître Jean-William Vézinet, vous êtes le deuxième avocat de Marie-Hélène Digny et ce soir, dans le studio de l'heure du crime, on est passé très très près là, du drame. C'est ce qu'on disait avec Maître Cohen-Saban. Hein. On n'est pas loin de la catastrophe. Bonsoir. Effectivement, il y a eu le facteur chance qui est intervenu de manière assez incroyable et ça pose d'ailleurs l'un des premiers paradoxes de ce dossier. On parlait tout à l'heure, Thomas Proutot rappelait le paradoxe entre le professionnalisme évident d'agent de la DGSE et puis l'amateurisme, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et puis il y a ce facteur chance qui ne doit pas intervenir en principe sur ce genre d'action dont on a compris qu'elle avait été préparée de longue date. Et donc minutieusement. Bien sûr. Si effectivement il n'y a pas ce père de famille qui amène son gosse à la crèche et qui a ce réflexe d'intervenir, de faire les 3 tours, je crains fort effectivement que Madame Digny ne serait plus de ce monde. Le parquet de Paris laisse l'affaire entre les mains de la brigade criminelle. La juge d'instruction Aline Battoz est désignée pour diriger cette enquête qui va apporter un incroyable lot de surprises. Au cours de leur garde à vue, les 2 militaires ont été conduits dans leur chambre du centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran, dans le Loiret. La perquisition, chose rare dans un lieu aussi sensible, a été immédiatement autorisée par la hiérarchie de la DGSE. Dans la chambre de Pierre B, les policiers découvrent des notes sur le laurier cerise, une plante toxique. Il est encore avéré que les 2 hommes ont effectué des reconnaissances à Créteil autour du domicile de la coach d'entreprise, leur cible, dans les semaines précédant la tentative. Il est établi que Pierre B et Karl E, qui se sont donnés comme nom de code Dagomar et Adelard, ne connaissent pas la femme qu'ils devaient éliminer. Pierre B explique que la DGSE ne peut pas agir officiellement sur le sol national pour éliminer un ennemi. Elle délingue donc ce genre de mission à des privés. Ce sont eux qui transmettent les ordres. Et ici, l'ordre est venu d'un certain Sébastien. Ce Sébastien L, est vite identifié grâce à la téléphonie. Il présente un profil quelque peu trouble, revendiquant de nombreux contacts dans les milieux policiers et militaires. Il ne dément pas être impliqué dans cette opération. Il a démarché les militaires au mois de juin, 1 mois donc avant de passer à l'action. Il a fait la connaissance de Pierre, le courant est bien passé. Il a expliqué que l'opération visait une personne censée travailler pour le Mossad, les services secrets israéliens, et que l'ordre émanait de la DGSE. Sébastien L va même recruter un ancien policier qui travaille comme formateur à la DGSE. Celui-ci a notamment fourni un tracker, une balise qui a été installée sous la voiture de Marie-Hélène Digny. Peu à peu, les pièces du puzzle de l'opération se mettent en place. Reste que Sébastien, le recruteur, même s'il admet son rôle, n'est pas le commanditaire. Sur ce point, il reste extrêmement nébuleux, puis se lance dans un récit digne d'un roman de John le Carré. Il dit avoir été contacté par courrier au mois de mai par un correspondant anonyme lui fixant un rendez-vous. Quelques jours plus tard, vers 2h du matin, sous le pont qui surplombe le périphérique parisien aux abords de Saint-Mandé, là, il aurait rencontré un homme à la gueule carrée et au regard d'expert parlant avec un léger accent de l'Est. Un homme qui lui aurait fait très peur et lui aurait proposé de monter une équipe pour supprimer une femme. Sébastien aurait accepté et puisé dans son carnet d'adresses pour recruter des hommes de main. Quand la juge lui demande si l'homme au visage carré appartient à la DGSE ou à la DGSI, le contre-espionnage, celui-ci répond qu'il n'en sait rien, mais que l'individu prenait des précautions extrêmes. Thomas Proutot, journaliste à RTL et chef du service justice-police de cette belle maison, qui est cet intermédiaire, on va le voir, qui va jouer un rôle essentiel et qui continue à être au centre de cette enquête. On ne donne pas les noms, il faut expliquer d'ailleurs tout simplement aux auditeurs que l'affaire est en cours, qu'elle est un peu compliquée, un peu sensible, et donc on ne peut pas donner comme ça les noms de famille. Pour l'instant, ils sont bloqués, mais ils finiront finalement par apparaître dans cette affaire comme d'autres noms de personnes qui sont mêlées à des délits ou des crimes. Appelons-le donc Sébastien. Qui est ce Sébastien qui est, encore une fois, je le répète, le pivot, l'intermédiaire? C'est un personnage extrêmement étrange. Il baigne dans un milieu qu'il appelle lui-même
que vous disiez DGSI, DGSE, c'est-à-dire un milieu où il y a des agents d'actifs de la DGSI, des anciens, des gens qui sont au contact, ce qu'on appelle un milieu barbouzard. On comprend aussi qu'il est en lien avec, c'est comme ça qu'il va rencontrer d'ailleurs Yannick P, qu'il est en lien avec des gens de la DGSE pour les besoins de ses activités. Le personnage est très mystérieux et... En tout cas, il a une vraie surface, il a de l'entre-gens, puisqu'il arrive à connecter les uns et les autres, il a un vrai carnet d'adresses, et on s'aperçoit qu'il a beaucoup œuvré dans ces milieux un peu interlopes, dirons-nous, c'est ça. Non seulement il y a beaucoup œuvré, et en plus on découvrira plus tard ça fait un moment qu'il œuvre dans ces milieux, et qu'il a réaliser probablement d'autres contrats, ce que l'on apprendra un petit peu plus tard. Maître Joseph Cohen-Saban, vous êtes à Nice au téléphone de l'heure du crime ce soir et l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Pendant que l'enquête commence, je suppose que les policiers, eux, ils s'intéressent à la cible, à Marie-Hélène Dini, pour savoir si elle n'aurait pas finalement trempé dans une opération douteuse. Je suppose que c'est pas très agréable après, avec le recul, mais il y a une enquête sur elle. Et bien sûr qu'il y a une enquête sur elle, et heureusement qu'il y a une enquête sur elle, parce qu'elle va permettre très très vite de savoir que la stupidité, la stupide histoire du Mossad et du fait qu'elle recrutait ou qu'elle vendait des informations, c'est de la poudre aux yeux, c'est une défense minable de la part de certains des mises en cause. Pour le reste, on s'aperçoit que c'est une personne sans histoire, on s'aperçoit qu'elle dirige une entreprise sérieuse, et très vite, dans leurs convictions, et ça se voit dans la manière dont ils informent, dont ils enquêtent, on s'aperçoit très vite qu'en réalité, ils recherchent la piste professionnelle, et cette piste professionnelle se révélera in fine être la bonne. Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est effectivement la piste que suivent les policiers à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres options. Maître Vézinet, vous êtes le deuxième avocat de Marie-Hélène Dini. Est-ce que les deux premiers militaires là, de la DGSE, est-ce que finalement ce ne sont pas les dindons de la farce? Est-ce qu'ils ont cru à cette fable, ou en tout cas à cette option d'une commande de leur hiérarchie? On ne peut pas occulter totalement, effectivement, qu'ils aient été manipulés par les donneurs d'ordre. Pour autant que je sache, la notion d'ordre manifestement illégal, ça existe. Dans notre jargon, et en première année de droit, on appelle ça la théorie des baïonnettes intelligentes. On vous demande de tuer, que je sache, que ce soit le président de la République ou n'importe qui, c'est illégal. Et tout agent de la DGSE qu'ils étaient, ils auraient pu se poser 2-3 questions. J'ai le sentiment qu'ils sont allés un peu vite en besogne et qu'ils ont fait preuve d'assez peu de scrupules. Et il faut préciser, maître, que la DGSE n'agit pas sur le territoire national. On est d'accord. Elle n'a pas vocation. C'est plutôt la DGSI, effectivement. Oui, la DGSI, et, enfin après il y a les opérations homicides, etc., mais qui sont officiellement interdites, mais en tout cas qui sont réservées au terrain étranger, terrain extérieur. Hein. La DGSE, c'est pas du contre-espionnage. On est d'accord. Si vous me permettez juste un petit point qui a été abordé précédemment, vous faisiez état tout à l'heure de la difficulté d'aborder ce dossier puisqu'il y avait une instruction en cours et qu'on était sur un dossier sensible. Cet égard, je voudrais effectivement m'associer à ce point de vue. L'idée n'est absolument pas de gêner les enquêteurs dans leur travail. Enquêteurs qu'il faut féliciter pour le travail qu'ils ont mené jusqu'ici. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'origine, on a un premier préjudice tiré d'une agression en octobre 2019. Ma cliente a été passée à tabac. Ensuite, elle est passée à 10 minutes d'un assassinat. Et puis, on la maintient dans la peur, on la maintient dans le préjudice parce qu'on l'accuse effectivement d'être un agent du Mossad. Et de ce point de vue-là, vous savez, la rumeur est tenace. Et malgré les découvertes effectivement récentes qui anéantissent totalement cette thèse, on continue ici ou là à avoir quelques commentaires. Et donc, on a grandement besoin d'urgence, dès aujourd'hui, d'infirmer encore une fois cette défense qualifiée de minable, et je m'y associe par mon confrère tout à l'heure. Les policiers tirent méthodiquement le fil de l'organisation. Pour le moment, leur enquête s'arrête sous le pont du périphérique avec un inconnu. L'affaire est trouble, mais elle va bientôt être limpide, ou presque.
Les semaines et les mois s'écoulent. La juge Aline Batoz a beaucoup progressé dans son enquête, même si elle a le sentiment de ne détenir sous les verrous qu'une poignée d'intermédiaires. Une troupe œuvrant dans les milieux de la sécurité et du renseignement, des barbouzes aux petits pieds. Reste que sans le hasard et l'intervention d'une patrouille de police, le 24 juillet, Marie-Hélène Dini, la femme à abattre, ne serait peut-être plus aujourd'hui de ce monde. La juge met la pression sur Sébastien L, personnalité pivot dans toute cette affaire. Il a recruté les exécutants après avoir été missionné pour monter une équipe. Il affirme ne rien savoir de l'homme qui lui a mis le contrat en main, si ce n'est qu'il s'agit probablement d'un ancien policier. Son nom, 6 mois après les toutes premières interpellations, va enfin apparaître. La compagne, Sébastien L, est entendue par les enquêteurs. Ils cherchent à savoir quelles sont les personnes dont les numéros figurent sur son portable et celui de son ami. La jeune femme finit par évoquer l'existence d'un certain Daniel B. C'est un ancien policier de la Direction centrale du renseignement intérieur, l'ancêtre de la DGSI. Il est aujourd'hui à la retraite. Il connaît Sébastien depuis plusieurs années. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois en 2016. Ils ont travaillé ensemble. L'ex-policier connaît beaucoup de monde et est très calé en matière d'intelligence économique. La compagne explique que c'est cet homme qui a aiguillé Sébastien sur Marie-Hélène Dini, un contrat qui se montrait à 50 000 €. Daniel B est le fameux personnage, souvenez-vous, du périphérique, l'homme au visage carré. Le 22 janvier, le mystérieux Daniel B est interpellé à son tour. Il ne cherche pas à faire mystère de son implication dans l'affaire. Il reconnaît avoir recruté Sébastien pour s'en prendre à Marie-Hélène Dini. Une première fois en 2009, celle-ci avait été effectivement agressée. Il s'agissait d'un avertissement, d'une intimidation dans laquelle Sébastien dément toutefois toute participation. La coach d'entreprise aurait continué à gêner. Il s'agissait donc cette fois d'en finir définitivement avec elle. Daniel B aurait alors présenté l'opération comme une mission d'État, une commande de la DGSE. On va s'arrêter là un petit instant dans l'heure du crime, si vous le voulez bien, même si les enquêteurs et la juge vont continuer à dérouler cette pelote. Ça n'est pas fini, et loin de là. Thomas Proutot, on arrive là au cœur du réacteur, si j'ose dire, dans l'affaire, avec ce Daniel B, Daniel, appelons-le simplement Daniel, qui se met à table, qui parle et qui n'a pas fini de parler, on va le voir. Qu'est-ce qu'il raconte au début? Il dit, il admet tout simplement Alors d'abord, il admet l'opération. sa participation à l'opération sans aucune difficulté. Il explique d'ailleurs comment est-ce qu'elle lui a été à lui-même commandité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a approché pour réaliser cette opération en demandant clairement. Alors il y a eu plusieurs étapes. Au début, il fallait l'agresser, puis après, il a été question de tuer cette femme. Et il désigne un autre homme. Frédéric, cette fois-ci. On va venir à cette étape suivante, parce qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont apparaître, et effectivement ça va se corser, si j'ose dire. Ça va se corser derrière. Et il explique qu'on lui a demandé effectivement de recruter, et on lui a fait passer de l'argent pour recruter ces hommes. Et il explique assez bonnement que ce n'est pas la première opération qu'il réalise avec Sébastien. Avec Sébastien, oui. Et qu'il y en a eu d'autres. Vous imaginez la réaction des enquêteurs de la brigade criminelle. Ils se connaissaient et ils étaient en mèche, et Sébastien a effectivement menti en disant qu'il ne connaissait pas cet fameux homme au visage carré, et que cet homme lui faisait peur. Il ne faisait pas peur du tout, puisqu'ils se connaissaient depuis longtemps, et ils étaient de mèche. Marie-Hélène Dini, vous êtes également notre invitée ce soir dans l'heure du crime. Je viens de raconter très brièvement d'ailleurs dans cette heure du crime la première agression dont vous avez fait l'objet. C'est important parce qu'il y a eu une persécution qui a continué par la suite. Est-ce que vous vous souvenez, Marie-Hélène Dini, de cette attaque? Donc c'était un matin où je sortais de chez moi à 8h30 du matin, encore une fois en retard, décidément. C'était dans la résidence, je passe à la hauteur de 2 individus, 2 hommes. J'ai eu à peine le temps de me dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là? Je les ai passés. Et là, j'ai reçu un choc très violent sur la tête. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée à terre en recevant des coups de pied dans le visage, dans le ventre. Ils essayaient de m'arracher mes sacoches qui étaient coincées sous moi. Et ils m'ont dit, si tu appelles la police, on viendra. Ils me bâillonnaient, parce que le premier réflexe, c'était de hurler. Et donc, ils me bâillonnaient en me disant, si tu hurles, on te tue. Et ensuite, ils sont partis en courant, donc avec mes mallettes. Et moi,
J'étais complètement secouée, j'ai même pas eu le réflexe de leur courir après. J'ai fait demi-tour et j'ai croisé ma gardienne qui, elle, est partie voir ce qui se passait. Et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait une Clio noire, il y avait un témoin qui avait vu une Clio noire. Et Madame Dini, est-ce qu'à l'époque, vous faites un lien entre cette attaque et votre activité professionnelle? Non, j'ai pas vraiment fait de lien. Ça m'a effleurée. Mais très vite, ça semblait tellement incroyable que j'ai chassé l'idée et je me suis juste dit que j'habite Créteil, en tout cas j'habitais Créteil à l'époque, que j'avais pas de chance et que, dans une résidence calme, particulièrement calme parce que c'était les vacances scolaires à ce moment-là, il y avait 2 personnes qui étaient venues pour parler de façon un peu vulgaire, faire un sac à main, quoi. Vous aviez des ennemis, Madame Dini? Vous vous sentiez menacée à cette époque? Ça dépend ce qu'on appelle des ennemis dans ma profession et quand on a un rôle associatif fort comme je l'ai, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, c'est une évidence. Maintenant, ça se limitait simplement à du désaccord, à une expression d'un désaccord, mais jamais un mot plus haut que l'autre, encore moins des insultes. Voilà. Maître Cohen-Saban, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime et le défenseur de Marie-Hélène Dini. Vous venez d'écouter votre cliente. Qu'est-ce qu'on sait de cette première agression qui est importante dans le cheminement de cette affaire? C'est Sébastien qui a attaqué Madame Dini ce jour-là? Est-ce qu'on le sait? Non, on le suppose dans la mesure où il est dénoncé directement par celui qui l'a recruté. Ça fait quand même une chose intéressante à savoir, d'autant plus que dans cette affaire, tout est assez cloisonné malgré tout. Et donc, on en est réduit à, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à prendre les éléments tels qu'ils sont fournis par les différents protagonistes, puis ensuite on les confrontera à des éléments matériels. Donc, je dirais, moi, qu'il y a de très fortes chances que ce soit lui, d'autant que j'ajoute, et Madame Dini le sait pertinemment, qu'elle a, quand elle l'a vu, quand on lui a montré la photo de Sébastien, elle a dit c'est celui qui s'en rapproche le plus. Ah, elle le dit quand même. Oui, elle le dit, et elle dit je ne veux pas être formelle parce que je ne veux pas accuser un innocent, mais cependant, s'il y en a un qui m'a fait ça dans le groupe, c'est bien lui. C'est bien lui. Encore un petit mot, Maître Cohen-Saban. Dans cette histoire, tout le monde se met à table. En tout cas, ça va assez vite. En 2 mots, mais on n'a pas vraiment affaire à des soldats du grand banditisme. Ah non, mais c'est l'un des traits les plus remarquables de ce dossier. On arrive à un moment dans les auditions, puisque les policiers font des auditions très longues, très fouillées, très techniques. On arrive à un moment où les mis en cause ouvrent les vannes et se mettent à avouer des choses qu'on ne leur reprochait pas, des choses que personne ne savait. Ils demandent chaque fois à parler à leur avocat pour consulter. Celui-ci parle avec eux et ils reviennent et ils racontent encore plus de choses. Pour moi, c'est hallucinant. Je n'en reviens pas. Je défends depuis quelques 40 années des voyous et jamais ils ne parlent comme ça. Des révélations qui sont loin d'être terminées. Cette fois, le vrai donneur d'ordre de l'opération va apparaître en pleine lumière, ainsi que l'existence d'une officine criminelle opérant depuis une loge de la franc-maçonnerie. L'ancien commandant de police Daniel B. se montre bavard auprès de ses collègues de la brigade criminelle. Il a bien actionné son ami pour faire abattre la coach d'entreprise, mais il n'est pas pour autant, lui, le commanditaire. L'ex-flic du renseignement raconte qu'il entretient des relations suivies avec une loge maçonnique. Il est lui-même franc-maçon. Il explique que c'est l'un de ses frères, Frédéric V, qui dirige une société de sécurité privée, qui lui a parlé pour la première fois de ce contrat. Mais là encore, Frédéric ne serait qu'un intermédiaire. Le vrai commanditaire est un autre franc-maçon. Il a le grade de vénérable dans la loge. Il s'appelle Jean-Luc Abbé. Tout ce beau monde est placé en garde à vue. Jean-Luc Abbé ne cherche pas, lui non plus, à tenir tête aux enquêteurs. Il reconnaît avoir été en contact avec certaines personnes impliquées dans cette opération. Il dément toutefois toute volonté d'avoir voulu faire tuer Marie-Hélène Dini. Il n'a donné, dit-il, aucun ordre dans ce sens. Il voulait juste qu'on la place sous surveillance. Si Jean-Luc Abbé s'intéresse autant à Marie-Hélène Dini, c'est qu'elle fait partie de ses concurrents directs dans le domaine du coaching d'entreprise. Elle est même devenue une espèce de bête noire. Il n'aurait pas accepté qu'elle veuille mettre en place une certification d'État unique pour le coaching de société,
activité qui, selon elle, n'est pas assez encadrée. Marie-Hélène Dini et Jean-Luc Abbé se connaissent bien, se sont parfois affrontés. La coach avait d'ailleurs mentionné son nom dans une liste de ses possibles ennemis, liste remise à la police judiciaire. L'ancien commandant de police Daniel B ne va pas s'arrêter en si bon chemin, question confidence. Il affirme que son frère de la loge maçonnique, Frédéric V, n'en est pas à son coup d'essai, question crime. 2 ans auparavant, il se serait lui-même occupé de faire disparaître un pilote automobile bien connu sur les circuits, Laurent Pasquali, 43 ans. Ce Corse qui n'aurait pas honoré certaines dettes d'argent avait effectivement quitté sans raison à l'automne 2018 son domicile à Levallois-Perret. Les restes de son corps allaient être découverts par hasard 1 an plus tard dans un bois de la commune de Sistrières en Haute-Loire. À l'époque, le ou les tueurs de Laurent Pasquali n'avaient pas été identifiés jusqu'à ce que son nom ressurgisse à la faveur de cette enquête. Marie-Hélène Dini, vous êtes ce soir notre invitée dans l'heure du crime, la victime dans cette affaire, il faut le rappeler. Je suppose que à ce moment-là, vous êtes surprise, ou peut-être pas d'ailleurs, de voir apparaître ce fameux Jean-Luc Abbé qui vous en veut tant. C'est un concurrent, c'est ça ? Oui, un concurrent, mais depuis longtemps. C'est une espèce de concurrence existante, stimulante et qui se passe bien depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est une personne que j'ai eu effectivement l'occasion de rencontrer à certaines occasions, lors de colloques ou notamment pour créer ensemble tout ce qui est référentiel de compétences du coach. Alors, maître Jean-William Vézinet, vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Votre cliente parle de concurrent, je veux bien, mais là, ça dépasse un peu le stade peut-être de la concurrence. Il faut vraiment que la haine soit immense pour demander une telle opération, même si l'intéressé nie absolument avoir voulu faire du mal à Madame Dini. Alors, je vais me permettre une correction tout de suite, puisqu'effectivement, si il a été assez laborieux d'obtenir des déclarations de sa mise en examen, il semblerait qu'il ait fini par admettre avoir commandité le meurtre de ma cliente. Il a fini par admettre, d'accord, parce qu'il a été très hésitant au début. Très hésitant, mais il a fini par admettre de manière tout à fait non équivoque et sans ambiguïté qu'il avait validé cette tentative d'assassinat. Pour le reste de votre question, vous entendez ma cliente, même à l'heure d'aujourd'hui, la confirmation que son intuition finalement était la bonne, puisqu'elle avait quand même envisagé cette piste-là. Quand les enquêteurs lui demandent si elle se connaît des ennemis, elle envisage effectivement cette concurrence, oui, voilà, banale. Mais même après avoir appris effectivement l'identité de celui qui vraisemblablement avait commandité son assassinat, ça la laisse et ça nous laisse encore perplexes. On ne comprend pas pourquoi, au motif d'une concurrence professionnelle, on arrive pour la modique somme de 50 ou 70 000 euros, puisque ce sont les chiffres qui sont évoqués dans ce dossier, à commander l'assassinat d'une femme. Oui, elle n'y croit pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle est totalement incrédule. Exactement. Et ça pose d'énormes questions sur la nature humaine et sur c'est ce qu'on est capable de faire dans un milieu tout de même qui paraît de l'extérieur assez respectable. C'est ce que je vous disais, cette capacité de haine. Thomas Proutot, je voudrais qu'on vous disiez quelques mots sur cette deuxième affaire, connexe, si vous voulez, avec la mort de Laurent Pasquali, le fameux pilote automobile. Pourquoi l'a-t-on tué ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? On ne le sait absolument pas. C'est d'ailleurs un des points que les enquêteurs de la brigade criminelle vont pousser très loin. L'enquête était instruite à Nanterre, vous le disiez, mais sans aucune réponse. Le dossier a été transféré à Paris, il est joint au dossier global. Il y a effectivement cette question de dette, mais alors attention, on est dans la phase des auditions. Bien là, sûr. Voilà, c'est très évolutif. On vient d'ailleurs le voir avec les pour l'instant, ça repose sur les déclarations de Daniel, vous disiez, qui s'est mis à table, qui a raconté de lui-même qu'il avait effectivement, lui a demandé d'exécuter. Il parle de dette. Il parle également d'une autre histoire de ce Daniel qu'on peut peut-être évoquer rapidement. Il dit qu'il y a une autre tentative, c'est ça, avec un syndicaliste de Bourg-en-Bresse qui n'aurait pas abouti. Qui n'a pas abouti. On a pu identifier cette personne, personne n'existe, elle ne souhaite pas être contactée. Comme quoi, il y a une véritable petite officine du crime, et je voudrais qu'on entende là-dessus maître Joseph Cohen-Saban, vous êtes également l'avocat de Marie-Hélène Dini. C'est étonnant, cette loge maçonnique qui sert quand même de creuset à des affaires criminelles.
C'est étonnant et c'est désespérant, je vous dirais, parce qu'il y a quand même un trait commun à l'ensemble des personnages de ce dossier. Ils n'ont la moindre empathie pour Marie-Hélène Digny, pas un mot pour évoquer simplement qu'ils allaient tuer une mère de famille, un employeur, une collègue, une consoeur, que sais-je. Pas un mot, d'une part. D'autre part, un sens moral totalement absent, mais totalement absent. C'est-à-dire qu'on nous donne un contrat, personne n'oublie de se faire payer et grassement payé, eh bien on tue. Alors parce que c'est du Mossad, parce que c'est ceci, parce qu'il doit de l'argent, et on tue les gens. Ça, il va falloir quand même que chacun pense sérieusement à en répondre. En 6 mois, l'enquête sur la tentative de meurtre de Marie-Hélène Digny semble bouclée. Un meurtre, celui du pilote Laurent Pasquali, c'est clair. Il reste pourtant bien des vérifications à entreprendre, savoir notamment si ce réseau criminel n'a pas piloté d'autres contrats. La fameuse loge maçonnique au sein de laquelle le sort réservé à Marie-Hélène Digny aurait été tranché est dans l'œil des enquêteurs, d'autant plus que c'est au sein de cette même loge que serait partie également la décision de faire disparaître le pilote automobile Laurent Pasquali. La juge de l'affaire Digny pourrait être rapidement chargée de ce dossier connexe, d'autant plus que les révélations ne sont peut-être pas terminées et les surprises toujours possibles après la coach d'entreprise et le pilote automobile. L'ancien policier du renseignement Daniel B, décidément très bavard, a évoqué un projet d'assassinat contre un syndicaliste de l'Ain. Mais ce projet serait finalement resté lettre morte. Au journal Le Parisien, un policier confie « Nous sommes au bout de la chaîne dans cette affaire. Pour de l'argent, des gros bras ont dévoyé une loge maçonnique pour commettre de basses œuvres dans une forme d'entraide mortifère. 8 personnes mises en examen et écrouées. Une entraide mortifère, comme dit le policier, qui à quelques minutes près a failli coûter la vie à Marie-Hélène Digny, une coach d'entreprise qui ne s'est jamais réellement remise de cette histoire, l'une des victimes de cette officine qui agissait, semble-t-il, comme une authentique famille mafieuse. Marie-Hélène Digny, vous êtes, je viens de le rappeler, la victime dans cette histoire, et vous êtes ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Où en êtes-vous aujourd'hui, après ces 6 mois d'enquête et puis toute cette affaire? En ce moment, je suis en arrêt, honnêtement, de maladie, parce que à la suite de ça, j'ai donc développé une maladie. Mais sinon, normalement, là, en fin d'année dernière, etc., j'avais repris mon activité en faisant très, très attention, je dirais, à mon état de fatigue, etc., puisque les médecins disent qu'il faut quand même plusieurs mois. Pareil que même physiologiquement, c'est long. Il y avait un fort risque de burn-out à un moment donné. Ouais, un risque de burn-out. Vous avez quitté la région parisienne, je crois. Vous êtes protégée? Je ne suis pas protégée, mais il y a des endroits... Pas tout le temps, mais il y a des endroits où je ne me rends que soit accompagnée, soit voire même avec chauffeur et garde du corps. Vous avez toujours peur aujourd'hui, Madame Digny? Je crois que quand on a vécu ça, en fait, on n'est jamais complètement rassuré. Dès que je vois quelque chose d'anormal autour de moi, ou quelqu'un qui me colle trop dans la rue, ou quelqu'un qui semble me suivre ou nous suivre, voilà, je me sens pas bien. Maître Vézinet, on écoute évidemment votre cliente. Elle n'est pas morte dans cette histoire. Elle a failli mourir. C'est passé très près. Mais c'est un vrai traumatisme, un choc total qui reste. Ça fait beaucoup de dégâts, cette histoire. Ça fait beaucoup de dégâts et ça perdure. Parce qu'encore une fois, on a au fur et à mesure de l'avancée de cette enquête les réponses à nos interrogations, mais on ne les aura peut-être jamais toutes. On s'interroge sur le mobile et puis vous avez l'attitude de tous les mises en cause dans ce dossier, comme il était rappelé tout à l'heure. On a des gens qui présentent ce paradoxe de se sentir un petit peu en toute puissance, qui font des révélations assez surprenantes, et ça interroge. On a l'impression d'avoir affaire à des gens qui se sentent protégés, surprotégés, et ça inquiète. Ça inquiète encore. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va nous sortir encore du chapeau? Pour l'exemple, Madame Digny vous dit, il a fallu effectivement que je me protège. Elle vous parle de garde du corps, etc. Il a fallu choisir une agence de sécurité. Ouais, ce dossier est bourré d'anciens agents des GSE, des GSI, des CRI, qui se sont tous reconvertis dans la sécurité. Comment vous faites le choix? Voyez-vous, donc vous avez cette inquiétude permanente, et elle n'en est pas encore
encore sorti. Et cela a fait, elle vous le confie ce soir, donc je peux me permettre d'en parler, beaucoup de dégâts également sur sa santé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est très 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 lourd à apporter. Maître Cohen-Saban, vous êtes également notre invité ce soir dans l'heure du crime et l'autre avocat de Marie-Hélène Dini. J'ai envie de dire des morts pour quelques milliers d'euros. C'est presque des petits meurtres entre amis. Pardon de cette terminologie, mais on a l'impression que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui a été fait, des dégâts causés. Tout à fait. Il y a une espèce de notion d'abolition de tous les freins face au passage à l'acte. Moi, on vient me demander si je connais quelqu'un pour débarrasser le plancher ou pour nettoyer une personne, c'est-à-dire la tuer. Je dis que j'ai défendu des assassins, j'ai défendu des criminels, mais pour autant, je ne vais pas aller en recruter un pour quelques sommes que ce soit. Or là, il me l'a demandé, je connais quelqu'un qui est capable de recruter, donc je vais le voir. Et quand ce quelqu'un me dit oui, je ne m'intéresse plus à l'affaire jusqu'à ce qu'on vienne me ramener la photo ou la démonstration que la sale besogne a été exécutée. Donc c'est des gros meurtres entre vrais amis qui aujourd'hui sont de purs ennemis parce qu'ils se dénoncent les uns les autres comme les plus petites racailles que l'on peut croiser dans les dossiers au quotidien. C'est une dérive mafieuse, effectivement, même si là, l'omerta, elle ne tient pas, elle n'est pas respectée puisque tout le monde s'est mis à table. Il faut le préciser, enquête express, 6 mois pour une enquête comme ça. Bravo la brigade criminelle, on tire leur chapeau ce soir parce que vraiment, c'est du beau boulot, comme on dit. Thomas Proutot, on en est où de l'enquête aujourd'hui ? Alors, on n'est pas du tout au bout parce qu'il va falloir éclairer les rôles respectifs justement celui qu'on appelle le vétéran dans la loge, Jean-Luc, le commanditaire, concurrent de Madame Dini. C'est très mystérieux comme cet homme. Alors, le milieu du coaching, en plus, c'est un milieu... Oui, un mot sur ce commanditaire, allez-y. Alors, un mot sur Jean-Luc, donc le concurrent de Madame Dini. Il est arrivé dans ce milieu du coaching professionnel il y a une dizaine d'années et elle me disait elle-même qu'il est arrivé un peu de nulle part. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où il est vraiment sorti pour arriver dans ce milieu qui était encore jusqu'à 10 ans pas du tout structuré. Vous savez, le coaching professionnel, ça mélange des techniques de développement personnel, parfois d'hypnose, parfois d'un certain nombre de techniques ça paraît sulfureux, mais ça devient très sérieux et c'est un vrai business aujourd'hui qui se structure et c'était justement le rôle de Marie-Hélène Dini qu'elle a voulu faire, c'est avoir des diplômes d'État, des reconnaissances d'État pour avoir des vraies formations. Lui n'a pas été d'accord et il semblerait, mais là on ne va pas trop s'avancer parce qu'on est dans les franges du dossier qui sont en train d'explorer, que lui-même, même si n'en était pas à son premier coup, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de meurtre, mais il a pu, possiblement, parce qu'il en est soupçonné, exercer des coups de pression sur d'autres personnes de ce milieu, notamment via un incendie volontaire, dont on aura probablement l'occasion de reparler. Ce personnage inquiétait déjà dans ce milieu. Il était au minimum rugueux, on va dire. Voilà. On peut, par exemple, Maître Vézinet, vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a d'autres personnages qui vont apparaître dans ces affaires connexes, même si le dossier Dini il paraît être bouclé, il faut bien le dire aujourd'hui. Le dossier de Madame Dini, effectivement, on a le début, on a la fin, on aura peut-être encore quelques intervenants. Je n'en sais rien, mais effectivement, il semble effectivement qu'on ait l'histoire principale. Mais il semble qu'effectivement le fil puisse encore être tiré. Alors je me garderai bien de faire tout commentaire effectivement sur des dossiers qui émergent et qui font à l'heure actuelle l'objet de lourdes investigations, mais il semblerait qu'effectivement ce dossier fasse émerger d'autres affaires tout aussi inquiétantes. Maître Cohen-Saban, vous allez avoir le dernier mot. La parole est à la défense, comme on dit. Et aux anciens. Et aux anciens, voilà, avec tout mon respect. Quelles leçons tirer, Maître Cohen-Saban, de cette histoire? En quelques mots, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. En quelques mots, c'est-à-dire que le crime peut se retrouver désormais aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, à tous les coins de rue. Lorsque des gens dont la tâche fondamentale est d'assurer la sécurité des gens et de les élever sur le plan philosophique comme pour la franc-maçonnerie, de les protéger en étant garde du corps ou en protect rapproché, de les défendre en étant de la police ou en étant de l'armée, quand même toutes ces institutions ont leur part d'ombre, même si elles sont fantastiques par ailleurs, mais ont leur part d'ombre, ça veut dire que ça peut venir de n'importe où. Et je ne vous cache pas que c'est effrayant. Merci beaucoup, Maître Cohen-Saban. Vous étiez à Nice avec Michael Lefebvre, qu'on salue ce soir dans l'heure du crime. Invité également ce soir, Maître Jean-William Vézinet et puis Thomas Proutot du service justice police de RTL. Vous nous avez tous parlé ce soir de l'affaire Marie-Hélène Dini entre Barbouze et francs-maçons dévoyés, une tentative de meurtre et un meurtre peut-être élucidé.
Enquête à suivre. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.